Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 16 avril 2007 et j'ai le plaisir de vous présenter le 9e numéro d'Entre nous soit dit. Cette émission va être consacrée essentiellement à parler de la bourse puisque j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Jean-Pierre Gaillard. Bonjour Jean-Pierre Gaillard. Bonjour. Qui, chacun le sait, est la voix de la bourse, comme on l'a appelé. Oui. Et on l'a appelé. Comme on l'a appelé, comme on l'appelle toujours, car malgré tout, Jean-Pierre Gaillard est ce que l'on appelle un retraité actif, hyperactif même, puisqu'il est passé de 28 émissions quotidiennes à 2 ou 3 par semaine, Voilà. plus une émission de télévision, si j'ai bien calculé. La bourse et votre argent, donc, sur LCI, Tout à ainsi fait. que 2 émissions sur France Info. Tout à fait. Alors, ça n'est pas pour autant une vie extrêmement calme, puisque vous faites partie, Jean-Pierre Gaillard, de beaucoup de commissions, de beaucoup de cénacles où vous dispensez vos conseils, ce qui est une excellente chose. J'ai dans le livre que vous avez publié, il y a bientôt 2 ans, mais qui a gardé toute son actualité, car je l'ai relu à l'occasion de cette émission, et je vous le présente, je présente à nos téléspectateurs, Une vie à la bourse, par Jean-Pierre Gaillard, aux éditions Jacob Duvernay. Voilà, c'est bien cela. Alors, c'est un livre très intéressant parce qu'il raconte votre histoire, qui finalement était assez peu connue. Vous étiez, vous, très très connu, mais vous n'aviez jamais parlé de vous. Et d'autre part, parce qu'il raconte, en interlude, pourrait-on dire, des histoires d'argent, des histoires de bourse, des coups de bourse, des spéculations, des scandales, bref, ce qui fait la vie quotidienne de la Oui, bourse. ça c'était surtout d'ailleurs à la demande de l'éditeur, je dois Oui. reconnaître, parce que des scandales, il y en a à la bourse, mais il y en a partout. Il y en a partout. Il ne faut pas donner l'impression qu'il n'y a que des scandales à la bourse. C'est quand même devenu minoritaire. Je dirais même que c'est un des milieux les plus contrôlés qui existent maintenant. C'est Donc exact. ce sont des exceptions, mais ce sont des exceptions qui souvent tombent sur des affaires quand même très importantes et qui effectivement rebondissent très vite et très internationalement. D'ailleurs, ces scandales n'affectent pas la bourse de Paris tout particulièrement. Non, on a Ils même affectent- été ces derniers Voilà. temps plutôt épargné. Oui. Voilà, et c'est plutôt aux États-Unis qu'un certain nombre de scandales particulièrement marquants, je pense notamment au Enron. scandale d'Enron, qui a vraiment bouleversé littéralement l'établissement boursier américain, et ainsi d'ailleurs que les milieux politiques, car beaucoup de gens étaient plus ou moins impliqués dans cette affaire, notamment parmi les gouvernants, puisque l'ensemble du Parti républicain, Oui, oui, tout à fait. avec Mais George Bush on a Jr. été également très éclaboussés par cette affaire Enron, ne serait-ce que sur nos problèmes de retraite à nous, Oui. à l'heure actuelle. Parce que maintenant, en France, vous avez peut-être remarqué, on ne peut plus dire le nom de fonds de pension. Non, non, Et non. pourtant, Dieu sait qu'on va en avoir, qu'on en a et qu'on va en avoir besoin. Il faudrait trouver un autre nom, mais recommencer la même chose, mais surtout ne pas recommencer ce qu'a fait bien sûr Enron. Enron, faire des fonds de pension pour garantir les retraites en employant que des actions Enron dans le fond, les employés leur épargne en le plaçant en action Enron. Alors si bien que quand est arrivé ce scandale avec escroquerie en plus à la clé, non seulement les pauvres gens qui travaillaient chez Enron ont perdu tout espoir de retraite et toute retraite possible, ils ont perdu également leur salaire et ils ont perdu leur épargne. Ça c'était absolument C'est catastrophique. une catastrophe absolue. On parle de fonds de pension à la française, c'est ce qui existe en ce moment. Et là, c'est un portefeuille comme les autres, avec au contraire, il y a une répartition, une diversification très complète. Et même, je dirais, les gestionnaires de fonds sont tenus, il y a des règles de sécurité très très fortes, dont on aura forcément besoin. À partir du moment où j'ai demandé ma retraite, effectivement, je me suis quand même très intéressé à ces problèmes de retraite qui sont énormes. Et je trouve que même en période électorale, on en parle quand même assez peu. Si on en parle, c'est pour glisser, mais il n'y a pas de solution. Je sais bien que toute solution à la retraite, c'est un cran de plus à la ceinture. Alors, c'est pas très porteur, que ce soit à la gauche, à la droite, on fait pas de politique, personne ne s'en occupe, et c'est un des problèmes les plus importants qu'on va avoir à régler dans les années qui viennent. Alors, et c'est pourquoi moi, je me suis passionné voilà. sur ces problèmes de retraite et sur ce qui existe en ce moment. Je suis d'ailleurs devenu président du Cercle des épargnants. Il y a 40 000 adhérents, c'est relativement important. Mais c'est là où l'on parle beaucoup de cette retraite par capitalisation. La retraite par répartition qui existe, c'est très bien. Faut surtout pas la supprimer, il faut même l'améliorer. Elle est très bien provisoirement, parce que lorsque nous aurons... Mais elle a besoin de compléments. Oui, mais vous savez, c'est même pire que ça, pardon, non pas de vous contredire, mais d'apporter un plus à votre réflexion. La retraite par répartition n'est bien que lorsqu'il y a toujours le même nombre de cotisants, ou à peu près, par rapport au nombre de bénéficiaires. Il n'y a pas que ça qui joue. Je vous prends un exemple, ça ne va pas nous demander très longtemps. Je vous prends un exemple. Je suis tombé
accidentellement sur un petit livre, un traité d'arithmétique, première année d'arithmétique, je viens d'arithmétique, pas de maths, hein, d'arithmétique, de 1876, et je ne me trompe pas de siècle, 1873. On ouvrait 1 sou mis de côté par jour, c'est 365 sous à la fin de l'année, placé à 2%, ça fait ceci, ça fait ça, et tous les exercices, des exercices de taux d'intérêt, taux d'un composé, etc. Bon, pourquoi ? À l'époque, il n'y avait ni sécurité sociale, ni caisse de retraite. Si quelqu'un, un chef de famille, tombait malade, il fallait bien que les enfants continuent à manger, etc. Si vieux, s'il ne pouvait plus travailler, il fallait bien qu'il ait également des revenus. Donc, on faisait ce qu'on appelait des rentiers. Alors, on voit toujours le rentier avec l'image du gars qui n'a jamais rien foutu de sa vie, qui naît assis sur un tas d'or. Mais il n'y a pas que cela, des rentiers. Il y avait tous ces gens qui devaient prévoir les périodes où ils ne pourraient pas assurer la vie de la famille et même d'eux pour leur vieillesse. On a créé la sécurité sociale. On leur a dit à partir de ce moment-là, te casse pas la tête, si t'es malade, ça te coûtera rien. On a créé les caisses de retraite, te casse pas la tête, comme ça trop vieux pour travailler, tu seras payé quand même, vas-y, vis, dépense. Et puis les problèmes à l'école, c'était plus des taux d'intérêt, moi j'ai été élevé avec, mais je pense qu'il y en a encore qui le sont peut-être, avec les baignoires qui fuyaient et les trains qui arrivaient en retard. Il y a un manque de culture maintenant là-dessus qui est tout à fait considérable. Et on se retrouve avec des gens qui repoussent. On a fait un sondage, mais très important, il n'y a pas longtemps, au Cercle des épargnants, sur lequel la grande majorité des Français se disaient très inquiets pour la retraite. Mais ce n'est pas leur problème, c'est le problème du patron et le problème de l'État. Je crois qu'il faut que les gens se responsabilisent un petit peu quand même. Il y a besoin. Alors il faut surtout garder ce qui existe. Je ne critique pas ce qui existe, il faut le garder, il faut l'améliorer. Et quand vous dites qu'il faut autant de cotisants, bien sûr, mais ce qu'il y a surtout qui a changé, c'est qu'on a créé cette répartition en 1945. À l'époque, on allait à l'école jusqu'à 14 ans. La grande majorité des gens, c'était le certificat d'études. 14-15 ans, ils commençaient à travailler, ils commençaient à cotiser. Jusqu'à 65 ans. 50 ans de cotisation, espérance de vie, 71 ans, on cotisait 50 ans, on touchait 6 ans. Maintenant, on commence à travailler à 24-25 ans avec les études. On s'arrête, non pas à 60, plutôt à 57-58. On cotise un peu plus de 30 ans, espérance de vie 80 ans, il y a 23 ans à toucher. Vous vous rendez bien compte qu'il faut changer quelque chose. Et ça, je crois qu'on ne le prend pas suffisamment. Pourtant, c'est simple, hein, bête, quand on le dit comme ça, mais personne ne le prend suffisamment au sérieux. En réalité, ce système est, dès le départ, un système qui a été fondé sur une sorte d'escroquerie au sens intellectuel du terme, et même au sens matériel, parce que vous savez où la retraite à 65 ans prend son origine. C'est Bismarck qui, interrogeant un de ses ministres, lui avait demandé à quel âge fallait-il fixer le départ à la retraite de manière à ce que les gens ne la touchent jamais. Excellence, lui avait répondu le ministre, 65 ans. Alors donc, le système était viable. Mais voilà, on n'avait pas prévu l'augmentation de la durée de la vie. Donc, tout le problème de la répartition et de la capitalisation, c'est une guerre absurde, parce qu'en réalité, la répartition peut être viable si les chiffres de base restent viables, tant qu'il y a eu jusqu'à 4 cotisants pour un retraité, on arrivait à faire face. Ça faisait 25% de prélèvement. Bon, si on comptait en relation de nombre, bon, le prélèvement est moindre, bien sûr. Mais lorsqu'on arrive, et en 2040 ou 2050, on ne sait pas trop, nous aurons un cotisant pour un retraité, donc vous aurez un cotisant qui devra faire vivre sa famille, sa femme, ses enfants, éventuellement ses enfants qui travailleront de plus en plus tard parce que les études durent de plus en plus longtemps, plus un retraité. Inutile de dire que le système sera mort depuis longtemps. C'est pour ça que ce système des retraites, il faut réellement le voir, mais de A à Z, bien sûr, ne pas cracher sur la répartition, mais autant on a un régime obligatoire, on a un régime complémentaire avec les caisses complémentaires de cadre, etc. Ben, il va falloir penser réellement à un complémentaire, à une complémentaire de la complémentaire, et ça fait un petit peu par chacun, suivant ses capacités. Je me permettrai de recontacter. Et là, la bourse passe par là. Oui, la bourse passe par là, c'est un élément essentiel, mais dans l'exposé que vous venez de faire, il y a un certain nombre de points sur lesquels je serai en léger désaccord avec vous, non pas sur le principe, je suis parfaitement d'accord avec vous, mais je pense que ne pas cracher sur ce qu'on a, d'abord, cracher c'est toujours une mauvaise chose, il ne faut pas cracher, il faut se tenir bien, poliment. Mais je pense que ce système tel qu'il est actuellement
aurait pu être viable si on avait pris les précautions nécessaires. Les Suédois l'ont fait d'ailleurs, ils ont pris les précautions. Mais ça va se traduire, on va forcément aller vers une augmentation de la durée de cotisation, donc repousser l'âge de la retraite. Mais c'est normal, puisqu'on repousse aussi l'âge de la mort. Heureusement. Et heureusement pour nous, on ne va pas s'en plaindre quand même. Surtout pas. Alors, nous avons une première constatation à faire, cher Jean-Pierre Gaillard. Est-ce que ça vous ennuie que je vous appelle Jean-Pierre Gaillard? Pas du tout. Parce que vous vous appelez aussi Bernard Tixier, donc c'est votre vrai nom. Oui, mais vous savez, j'ai plus de 40 ans, ça va très bien. C'est comme ça, d'ailleurs, c'est ce que je dis toujours, et à chaque fois, c'est comme ça que ma femme s'est retrouvée avec 2 hommes dans sa vie. Ben voilà. Enfin, 2 au moins, parce que les siens, l'autre, je les connais pas. Évidemment. On lui demandera. Donc, petit détail biographique en passant, Jean-Pierre est votre deuxième prénom, en fait. Bernard étant le premier, Gaillard est le nom de votre mère. Voilà. Alors, c'est surtout pas une cachotterie. Hein. Non. C'est parce que quand j'ai commencé à travailler, j'ai commencé sous mon vrai nom de Bernard Tixier à Europe 1, où je faisais des remplacements à Europe 1, lorsque le monsieur qui faisait à l'époque l'ORTF à la Bourse a eu un problème et il m'a demandé de le remplacer pendant 2-3 jours. Je ne peux pas, tu mets un mouchoir sur le micro et tu prends un pseudonyme. Et c'était pour se rendre service entre confrères, entre collègues, hein, il n'y avait rien d'autre. Et puis, il a tellement insisté, parce qu'il faut quelqu'un qui a un peu l'habitude du micro. Alors, il a tellement insisté que j'ai accepté. Le lendemain, les gars d'Europe me disaient, d'ailleurs, t'étais pas mal hier sur Inter, comme quoi le pseudo, ça peut durer 45 ans, mais le micro, le mouchoir sur le micro, c'est pas efficace. Donc, effectivement, vous avez dû vivre pendant toute cette période, mais je crois que les comédiens s'y habituent très bien, vous savez, les journalistes aussi. Donc, maintenant, oui, tout à fait. Voilà. Donc, Jean-Pierre Gaillard, puisque Jean-Pierre Gaillard est celui qui a fini par éclipser Bernard Tixier, sauf dans la vie privée, ce que je voulais vous faire remarquer, c'est que, et vous l'avez évidemment remarqué vous-même, cette campagne électorale française qui déroule ses fastes actuellement et qui va se terminer pour le premier tour, en tout cas dans une semaine, laisse les boursiers totalement indifférents. À ma connaissance, la bourse ne bouge pas. Le CAC serait exactement au même niveau si on n'était pas en campagne électorale, absolument. Alors, quelle est la conclusion que vous en tirez? La conclusion que j'en tire, oui, c'est que d'une part, on se passionne beaucoup pour des choses qui ont de moins en moins d'importance peut-être. Ça ne plaît pas beaucoup aux politiques, mais les grandes décisions, ça se prend souvent à Bruxelles. Oui. C'est plus là où on les prend, même quand on voit, si on doit faire une fusion Suez-Gaz de France, quand on a vu Arcelor et Mittal dans la sidérurgie, nous on voulait pas, bon. Et donc, il y a le fait qu'il y a Bruxelles qui passe au-dessus, donc ça a moins d'incidence sur les cotations. Il y a l'euro, évidemment. On a vu, avec l'euro, on a vu l'incidence de l'euro. Il y a des avantages et des inconvénients. Pour l'instant, il y a plutôt plus d'avantages. Si on n'aurait pas l'euro, on aurait dévalué une bande de fois déjà depuis qu'on a créé l'euro. Mais la première fois où je me suis aperçu, moi, de cette importance, c'est lorsque, vous vous souvenez, Strauss-Kahn, qui avait démissionné sur un scandale à l'époque. Ça, c'est après l'affaire de l'AMNEF. Voilà. Alors, il a donc démissionné sur un scandale. On est côté l'euro. C'est pas parce qu'un ministre des Finances fait une bêtise dans un pays que tout l'euro va se casser la figure. Alors qu'on aurait été 1 an et demi avant où on cotait le franc, le mark, la Suisse, etc. Le Suisse, on cote toujours d'ailleurs. Mais si on avait coté le franc à part, de l'étranger, on aurait dit ministre des Finances français qui démissionne sur scandale, crise politique majeure. Le franc était attaqué, il commençait à baisser. La Banque de France augmentait les taux d'intérêt, la bourse se cassait la figure, bien évidemment, alors que là, on n'a rien vu, rien senti. Donc l'Europe minimise beaucoup l'importance des gens que l'on va élire, même s'il y a encore de très grands pouvoirs de nuisance, notamment sur le plan des taxes et des impôts. Exactement. Mais ça, c'est diminué. Puis il y a aussi que maintenant, l'économie, on aime ou on n'aime pas, mais c'est mondialisé. On ne peut pas faire autrement. On a quand même fait, on critique les 100 milliards de bénéfices du CAC 40. Il y a des gens qui tapent sur cette critique, ils critiquent ces bénéfices. Mais ces bénéfices, d'abord, moi j'aime mieux que les sociétés fassent des bénéfices que des pertes. Ensuite, ces bénéfices, malheureusement, c'est pas en France qu'ils les ont. Des 70% ont été faits à l'étranger. Donc, ce qui se passe chez nous, il y aura lundi matin une réaction s'il y avait une très grosse surprise au résultat de l'élection de José Bové, par exemple. Mais voilà, un truc comme ça, par exemple. Mais sans quoi, on voit que je vous dis, moi aujourd'hui, je suis persuadé qu'on ne serait pas en campagne électorale, le CAC serait exactement au même niveau. D'ailleurs,
vous m'en faites parler, mais jusqu'à présent, dans les commentaires, dans les émissions que je fais, où j'interviewe des professionnels, jamais le mot élection n'a été prononcé pour expliquer ce que fait la bourse en ce moment. Alors je pense qu'il y a une double leçon à retirer de ce constat. La première leçon, vous l'avez fort bien expliqué, la France est devenue un pays très dépendant à tous égards, mais interdépendant. On est tous interdépendants. Tous, de l'étranger, de l'Europe et du monde. Et le deuxième, quand même, c'est que, au-delà des changements difficiles qu'on peut faire ou qu'on ne peut pas faire compte tenu de l'interaction et de l'interactivité des économies, il y a quand même un manque de propositions, car il y a quand même un certain nombre de sujets, on vient d'en aborder un tout à l'heure, les retraites, qui sont du domaine national, la fiscalité aussi. Il y a toute une série de domaines dans lesquels les propositions sont quand même assez minimes. Il faut une loupe pour essayer d'en apercevoir une. La campagne électorale, qu'on soit d'un côté ou de l'autre, n'est pas très bonne pour dire des choses qui seront un jour ou l'autre embêtantes et contraignantes. Oui. La retraite, avant de pouvoir en profiter, il faudra effectivement faire 2 crans de plus à la ceinture. Voilà, donc c'est quelque chose qu'un candidat à la présidence de la République pourrait dire, sans promettre, comme Churchill, du sang et des larmes, il pourrait quand même dire il y a des efforts à faire. Et je dirais que la pédagogie est un élément essentiel. Vous qui avez fait pendant toute votre carrière beaucoup de pédagogie, car au fond c'était ça votre métier essentiellement. J'ai toujours considéré que j'étais 50% journaliste, 50% traducteur. Voilà. Parce que 2 toubibs qui se parlent, moi je les comprends pas. 2 informaticiens qui se parlent, je les comprends pas. Je pense que le commun des mortels, 2 financiers qui se parlent, il ne les comprend pas non plus. Mon rôle, c'était de faire comprendre cela aux plus grands. Vous étiez, comme on dit, le truchement, c'est-à-dire l'interprète, mot turc, je crois. C'est ce que j'essayais, effectivement. Donc, tout ceci est quand même un constat que l'on peut faire avec, je dirais, une certaine déception, malgré tout, parce que on a vu des campagnes qui se sont traduites dans les pays étrangers, même en France, par des propositions concrètes. Les exemples, hélas, les meilleurs, sont des exemples étrangers. Le plus brillant est celui du président Reagan, qui pendant des années, au Canada également, M. Harper avait fait pendant longtemps une campagne d'explication, et lorsque les politiques arrivent au moment où ils sont candidats, ou en tout cas ils ont une chance d'être élus, pour le citoyen de base, ça n'a rien de stupéfiant que ces propositions avancent. Ils se disent, oui, effectivement, on m'a expliqué pourquoi. Ce que je crois de très nuisible à la situation française, c'est que la pédagogie politique n'existe pas et qu'on est encore dans un affrontement qui, évidemment, nuit à la compréhension. C'est vrai. J'ai une petite explication pour ça, c'est que la France n'est pas séparée d'un côté et de l'autre, à mon avis. Elle est surtout séparée entre des extrêmes et une partie dominante, mais qui navigue entre 2 rails de chemin de fer où ils ne peuvent pas s'écarter beaucoup l'un de l'autre, si bien que, effectivement, c'est après, j'espère, que des décisions sont prises, si on a quelqu'un qui est valable et capable de le faire, c'est après qu'elles seront prises, mais avant, personne ne donne effectivement très exactement ce qu'il va faire. Enfin, c'est bien connu d'un homme politique, d'ailleurs, quand il a quelqu'un d'acquis, il cherche à avoir les voix de l'autre. Voilà. C'est effectivement, ce qui est à moi, ce qui est à vous est négociable. Voilà. C'était d'ailleurs Staline qui le disait. Donc, revenons à la bourse. Ce qu'on peut noter aujourd'hui, alors que nous sommes au mois d'avril 2007, c'est que les indices boursiers, les principaux indices boursiers, sont revenus assez près, pour la plupart d'entre eux, de leur niveau atteint à 2000, au moment où le fameux krach des valeurs. Alors même au-dessus aux États-Unis. Et aux États-Unis, ils ont dépassé. Le CAC était à 7000, hein, voilà. Il est tombé à 2003, je crois, oui. Et on est remonté effectivement à 5008, à 1200 points du on était pas loin de 6923, si je me souviens. La reprise est très forte, oui. Mais cette reprise est très forte et elle est due à... Qu'est-ce qui intéresse la bourse, c'est quand même les résultats, les bénéfices des entreprises. Oui. Elle est due à la hausse des bénéfices. Depuis 3 ans, la bourse monte au même rythme qu'augmente le résultat des entreprises. Ce sont partout des résultats à 2 chiffres. Alors vous allez me dire, pourquoi ça? Pourquoi ça? C'est parce qu'on a une croissance, on s'en rend pas bien compte en France, mais on a une croissance mondiale qui est importante. On a un déplacement important en ce moment du pôle d'intérêt économique qui est en train de se faire des États-Unis vers l'Asie. C'est la croissance en Asie. Quand on a la Chine, 1,3 milliard de Chinois avec une croissance de 10%, l'Inde, ça doit être aux environs d'1 milliard, ils ont 8%. Toute l'Europe de l'Est est également en hausse d'environ 6%, notamment même la Russie. Les pays émergents, Amérique du Sud, sont en pleine. Alors, on est en ce moment dans un contexte où
la croissance américaine baisse, mais l'influence américaine a plutôt tendance à diminuer aussi, sans trop nous influencer, parce qu'on est compensé par cette hausse de ces pays dont on vient de parler. Et nous, on en bénéficie un petit peu en Europe au milieu. Il y en a qu'un qui est tout à fait hors jeu, c'est malheureusement sûrement pour longtemps, c'est l'Afrique. Oui, l'Afrique va mal, mais ça, il y a beaucoup de raisons structurelles, indépendamment de tout le reste. Voilà, tout à fait. Voilà. Alors, c'est ce qui explique que la bourse soit où elle en est. Voilà. On a toujours une croissance mondiale qui est bonne Et également qui tire les capitaux. Comme l'on a vu tout à l'heure que l'économie était internationalisée, mondialisée, ben, c'est là où on va faire nos bénéfices. C'est là où la machine tourne grâce à ça. Alors, il y a quand même un petit bémol à cette satisfaction de voir les cours boursiers retrouver leur niveau à peu près de 2000. Rappelons que 2000, ça a été le krach des valeurs informatiques et des valeurs Internet, essentiellement, qui elles n'ont toujours pas retrouvé leur niveau, parce que le Nasdaq est à la moitié à peu près de ce qu'il était. Il y en a quand même 9 sur 10 qui ne le retrouveront jamais, ils ont disparu. Oui, ils ont disparu. Et il y a également le Japon. Parce que le Japon, alors c'est un petit peu antérieur, mais en 89, 90, le Nikkei était à 39 000 Tout points. à fait. Et actuellement, il est à 17 500 à peu près, etc. Donc on est encore très loin. On était retombé bien plus bas pendant un moment. Oui, on a fait beaucoup plus bas. Oui. Donc il y a quand même un certain nombre de points qui sont inquiétants, pas dans l'immédiat parce qu'il y a une croissance mondiale qui paraît solide, elle pourrait être affectée effectivement par une certaine difficulté. Ça continuera pas comme ça d'une façon. Pas éternellement. On pense généralement, notamment avec la Chine, qu'on est à l'abri jusqu'en 2008, c'est bête, hein, jusqu'aux Jeux Olympiques. Oui. Il n'y aura pas de ralentissement jusqu'aux Jeux Olympiques. Ils font ce qu'il faut pour qu'il n'y ait pas de ralentissement, voilà. A priori, oui. Alors, quant au Japon, je m'en voudrais de ne pas citer votre excellent complice Patrick Le Guil, qui a toujours une comparaison, vous vous souvenez, entre la Chine et le Nippon. Ah oui, bien sûr, il a sa contrepétrie hebdomadaire. Voilà. C'est la Chine redresse le Nippon. Voilà. Sous les formes, oui, voilà, c'est ça. Vous voyez, la Chine se redresse sous l'effort des Nippons. Voilà, exactement. Je ne me suis pas trompé, j'ai réfléchi avant. Très bien. Donc, M. Le Guil est effectivement un homme très savant et qui connaît beaucoup de choses, et en outre, il pratique très bien l'art du contre-pied. Bref, ce petit clin d'œil en passant. Alors, revenons à ces fameux problèmes boursiers. Est-ce que depuis les scandales qui ont eu lieu, et singulièrement depuis l'affaire Enron, le gouvernement américain a réussi à mettre un petit peu d'ordre à travers l'action, par exemple, de la SEC qui manquait cruellement de moyens? Est-ce qu'on a augmenté les moyens de la SEC, la Security Exchange Commission, c'est-à-dire l'organisme équivalent de la COB en France, ou de l'autorité des marchés financiers? Est-ce que ça s'est amélioré? Est-ce que de nouveaux scandales de ce type sont possibles? Voilà, vous savez, c'est ce qu'on peut dire des Américains, c'est qu'ils font pas tout bien, ils font des bêtises aussi, hein, on en voit beaucoup. Mais ils sont réactifs, ils réagissent très vite. Ils ont réagi très vite à Enron, ils ont réagi très vite aux attentats de septembre 2001, en injectant des liquidités, en faisant pour ne pas que la machine se grippe là d'un seul coup, et ça avait marché. Ils ont une croissance quand même tout à fait sensationnelle. Donc oui, les Américains réagissent très bien, et maintenant, en tant que boursiers, c'est devenu nos patrons. Ils ont acheté la bourse. Ils ont acheté la bourse de Paris, et les bourses qui lui étaient adjointes. Il y a un rapprochement, voilà, tout à fait. Les 4 bourses qui étaient, c'est-à-dire Paris, Amsterdam, Lisbonne et Bruxelles. Et on est donc sous la bannière du NYSE, du New York Stock Exchange, avec beaucoup de précautions prises, avec effectivement à la SEC des pouvoirs importants de donner, puisque il y a beaucoup de sociétés, on pense que nous, c'est également très contrôlé, mais c'est tout de même un petit peu plus souple pour la cotation. On pense justement qu'avec ce partage des tâches avec le NYSE, parce que ils sont les plus gros, et c'est évident, mais enfin, Renex était une très jolie fille, qui pouvait plus rester seule, c'est pour ça qu'il fallait, vous avez vu la bataille. Il y a beaucoup de charme. Non, tout à fait. Et là, bon, c'est l'Amérique. S'il fallait choisir quelqu'un, ça aurait pu être Londres. C'était politiquement peut-être plus joli. Plus européen. Oui, voilà. Mais le fait que ce soit l'Amérique qui ait remporté le morceau, pour nous, je ne pense pas que ce soit
négatif parce que bon, les gros paquebots, les très grosses entreprises internationales et mondiales se coteront à New York, c'est un fait. Mais vous savez, si les PME et moyennes entreprises reviennent chez nous et nous les envoient parce que c'est peut-être un petit peu plus souple notamment du côté des entreprises chinoises qu'on travaille beaucoup, il y a beaucoup de pain sur la planche pour le marché financier européen qui est encore loin d'être organisé. Tiens, je peux vous donner un tuyau. Oui. Alors, pour une fois. Oui, parce que j'en donne jamais. Non. Mais c'est pas un tuyau, c'est une constatation, c'est une simple question de bon sens. Mais lorsque l'on regarde le paysage boursier maintenant mondial, là, encore une fois, il va y avoir 3 ou 4 grandes bourses dans le monde. Hein, une aux États-Unis, en Europe, en Asie. Alors en Europe, on a encore Londres qui est seul, on a encore l'Allemagne qui est seule, on a encore l'Italie et l'Espagne. Et l'Espagne. Bon, l'Allemagne, difficile à les lui. Ils auraient bien voulu. Ils étaient sur les rangs. Ils auraient voulu, oui, mais eux. Mais ils voulaient tout prendre. Mais ils partageaient pas, ils prenaient tout, oui, tout à fait. Ça n'a pas été d'une habileté formidable. Non, c'est le moins qu'on puisse dire. En ce qui concerne l'Angleterre, Londres, Nasdaq, il y a des négociations, même si on se parle, c'est pas fait, loin de là, mais enfin. En ce qui concerne l'Italie, très difficile de dire ce qui va se passer, parce que l'Italie, c'est pas très net, comme il y a moitié de gouvernement qui est là-dedans, c'est pas assez. En revanche, il y a une bourse qui est cotée, qui est dans un pays plus petit que nous, mais qui économiquement marche bien, c'est la BME, la Borsas Mercador Españoles, la bourse de Madrid, oui. Hein, qui est toute seule et qui est cotée, et qui, à mon avis, ne pourra pas rester seule. Et on a vu ce que ça a fait sur Euronext. Quand on est parti sur l'EPA, on était introduit à 24, on était tombé à 14, je crois, et ça s'est fait à 94 ou 95 euros. Donc, tournons-nous vers l'Espagne. Ben, on peut regarder, on peut avoir en portefeuille pour s'amuser un petit peu de BME, parfaitement. Côté de la bourse espagnole. Mais je vous dis, c'est pas un tuyau, c'est une question de bon sens. Voilà. Enfin, très souvent, le bon sens fait partie de la base des tuyaux. C'est important. Alors, le temps de franchir les Pyrénées, puisqu'un conseil de Jean-Pierre Gaillard vaut toujours d'être suivi, nous marquons une brève pause technique et nous retrouvons aussitôt après. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour à nouveau. Nous nous retrouvons donc sur le plateau d'Entre nous soit dit pour cette 9e émission, 9e numéro de cette série. Et nous avons le plaisir, avec Jean-Pierre Gaillard, chroniqueur boursier, la voix de la bourse, comme on dit traditionnellement, d'évoquer les problèmes boursiers et aussi la carrière de Jean-Pierre Gaillard. Pour ceux qui s'intéressent à Jean-Pierre Gaillard et à la bourse, ils peuvent se reporter à l'ouvrage qu'il a publié il y a déjà 1 an et demi ou 2 ans, mais qui reste totalement d'actualité, Ma vie à la bourse, par Jean-Pierre Gaillard, aux éditions Jacob Duvernay. Donc ce livre a beaucoup de charme, car il allie les aspects personnels, et je dois dire que le récit de votre enfance et de celle de vos parents et de vos grands-parents, c'est vraiment, comment dire, c'est un beau parcours français. C'est-à-dire, c'est vraiment la France telle qu'elle était. Bon, elle a changé, bien sûr. On montrait presque aux Gaulois, parce que je suis un peu obélisque hein, de volume, mais aussi je suis tombé dans la potion magique tout petit. Mon père était journaliste financier. Voilà, votre père était journaliste financier. Et mon fils dirige actuellement qui est l'agence financière que votre père avait créée. Tout à fait. Et donc, ce parcours personnel, qui est un des charmes du livre, démontre que finalement, les valeurs, ce qu'on appelle les valeurs françaises d'une manière parfois un petit peu surannée, certains disent que c'est un peu vieillot, un peu ringard. Ben non, finalement, c'était des valeurs de sérieux, de solidité, de durée dans l'effort. Enfin, toutes choses qui aujourd'hui semblent, hélas, un peu inutiles, alors qu'elles sont plus utiles que jamais. Donc, c'est aussi un des attraits de cet ouvrage, et que vous soyez passé de cette France-là à la France qui aujourd'hui baigne en plein dans le marché international, c'est déjà le signe qu'on peut s'adapter. Rien n'est interdit. On a vécu effectivement, pour les gens de mon âge, ont vécu à la bourse une révolution. Mon père, malheureusement, est mort assez jeune, il est mort en 77, il y a donc 30 ans. Il ne reconnaîtrait pas la bourse, le pauvre, hein, parce que comme changement, aussi bien sur le plan de l'internationalisation, mais de la technique, de la technologie, l'arrivée de l'informatique, l'arrivée d'Internet, le fait qu'on passe ses ordres. Rendez-vous compte que moi j'ai connu des époques où, en une séance, le chiffre d'affaires, le volume total des échanges faits à la bourse était de 80 millions de francs
80, 100 millions de francs, c'était une formidable journée. Aujourd'hui, quand on ne fait pas 5 ou 6 milliards d'euros, on dit qu'on ne paie, ça ne paye pas de gaz. C'est vous dire, c'est vous dire à quel point c'est pas une. On est passé du stade artisanal vraiment à une énorme industrie. On a d'ailleurs tendance, on a eu tendance, ça devient un peu moins vrai et heureusement, mais à demander trop à la bourse, à demander trop à la finance, à demander trop à l'argent. Ça ne veut pas tout quand même. Hein. Jamais la bourse ne repassera le linge ou fera la vaisselle. Ça financera peut-être des machines pour le faire, mais ça ne le fera pas. Donc c'est un des rouages importants de l'économie, mais il ne faut pas non plus lui demander au-delà de ses capacités. Oui. Il y en a beaucoup, en ce moment encore, c'est un petit peu trop peut-être financiarisé à mon avis. Il y a quelques risques encore avec des fonds risqués qui et puis il y a aussi bousculent les choses. On n'a pas retrouvé totalement notre calme. Et puis cette coupure aussi avec le réel, dont les valeurs Internet ont été l'illustration parfaite, puisque vous aviez des sociétés qui n'avaient jamais gagné $1. C'était une époque où moi j'étais très malheureux parce que ils faisaient des miracles à la bourse. À la bourse seulement, parce que c'est vrai que plus elles perdaient d'argent, plus elles étaient endettées, plus elles valaient cher, des valeurs de croissance, ils dépensent beaucoup. Ça va un moment. Une entreprise, elle est faite pour gagner de l'argent. Hein. Alors, qu'il y ait des moments où il fallait lancer la machine, où il fallait ça, c'est évident. Mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Et on avait fait n'importe quoi, quand même. Vraiment, ça a été une période très regrettable. Mais ça revient malheureusement tous les 20, 30, 40 ans. Moi, je n'ai pas connu parce que je suis arrivé juste à la limite. J'ai commencé en 62, je crois que c'était en 55, 7 ans avant. Il y a eu l'histoire des REP, les recherches pétrolières. La recherche pétrolière, tout le monde. Alors, il fallait que ça, tout le monde en voulait. À l'époque, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de. Mais il y avait, paraît-il, mon père, qui était donc journaliste financier, lui, me le disait, il y avait la queue devant les banques dans la rue pour acheter des REP. Donc finalement, tout ça, c'est revenu. Et il y a encore de très bonnes sociétés dans ce secteur de la recherche pétrolière. Mais c'est revenu au niveau normal. Ça reste un secteur important. Là, c'est sûr que la techno, ça va rester le secteur qui aura probablement la plus forte croissance dans les 15 ou 20 ans à venir. Mais à des taux raisonnables, entre 8 et 15% peut-être, et non pas du 50 ou 60%. Et en regardant aussi de temps en temps les résultats des sociétés. Bien sûr. Ce qui ne serait pas totalement inutile. C'est pourquoi on est un petit peu inquiet quand même pour la fin d'année. Oui, parce que la fin d'année risque d'apporter des bilans un peu décevants. C'est-à-dire le ralentissement américain qui était prévu semble être pour l'instant un petit peu plus rapide quand même que ce qu'on avait prévu. Oui. Et on avait prévu des résultats, comme je vous le disais tout à l'heure, ça fait aux États-Unis, mais en France partout, ça fait 3-4 ans qu'ils augmentent à 2 chiffres, c'est-à-dire de plus de 10% par an, en même temps que les cours de bourse. C'est ce qu'on disait. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu l'excès de la bourse, puisque les sociétés sont évaluées au même prix qu'il y a 4 ans, puisqu'elles gagnent 4 fois plus. Oui, elles ont repris leur valeur il y a 4 ans. C'est ça. Donc, indiscutablement, on est inquiet de voir le ralentissement américain un peu plus fort que prévu. Certains pensent, on s'attendait à ce que d'une croissance des résultats à 2 chiffres, on revienne à 6-8% pour cette année. Certains commencent à dire qu'on pourrait être juste à 0. Alors, à ce moment-là, c'est vrai que même si l'influence américaine a tendance à baisser, on aurait peut-être un deuxième semestre plus difficile, mais c'est encore trop tôt pour le dire. Oui, de toute façon, le boursier s'inquiète toujours, par définition. Il cherche toujours à anticiper. Et c'est son devoir il s'inquiète. Oui, et quand il ne s'inquiète pas, il fait des excès encore plus forts, exemple la bulle. Voilà. Donc, attendons, mais quoi qu'il en soit, il y a aussi un certain nombre de paramètres qu'il faut considérer, notamment la différence qu'il y a entre l'Allemagne et la France. La France, manifestement, est en retard par rapport à l'Allemagne, qui pourtant était l'homme malade, ou le pays malade de l'Europe pendant longtemps. Il est vrai qu'il a eu à digérer l'Allemagne de l'Est, il est vrai qu'elle avait un système social très lourd, qu'elle a toujours d'ailleurs, mais qu'elle a pesé sur les salaires, et que du coup, outre sa spécialisation remarquable sur les exportations à forte valeur ajoutée, elle a réussi, semble-t-il, pour l'instant, à reprendre le dessus, alors que la France, quant à elle, est manifestement à la remorque. Et d'autre part, on peut s'interroger. L'Allemagne a su imposer sa marque, c'est évident. Oui. Quand on voit qu'il y a 130 milliards, 160 milliards d'excédents commerciaux en Allemagne, et il y a 30 milliards de pertes, de baisses, ce qui n'était pas le cas il y a 3 ou 4 ans. De déficit.
on se dit qu'effectivement, surtout qu'on n'a pas d'excuses, on a la même monnaie, aussi ils ont l'euro, hein, parce qu'on va dire oui l'euro monte beaucoup, alors on exporte mal. Mais aussi ils sont pareils. Or non, ils ont su imposer leur marque, ils ont su que ce soit dans leur voiture, que ce soit dans leur... ils peuvent se permettre de vendre quelque chose cher parce qu'il y a une idée de qualité derrière, il y a une... En tous les cas, ils ont une discipline. Ils ont effectivement, très nettement... ils nous ont bien fait partager une période un peu difficile. Oui, quand on s'est accroché mais là, ils ont effectivement bien remonté sur le plan du commerce extérieur. Il y avait, dans les années 50, il y avait un sketch, une petite pièce qui s'appelait Le Pirate. Vous avez peut-être connu ça, que avait interprété notamment Fernand Reynaud. C'était Raymond Castan, qui était le directeur de Radio Luxembourg à l'époque, qu'il avait écrite. Et il y avait un dialogue très amusant dans cette pièce. Je crois que c'est Fernand Reynaud qui disait « L'Allemand est un bon chimiste, mais quand il fait un cachet d'aspirine, il fait 4 canons. » Le Français, lui, mais l'Allemand est discipliné. Le Français, lui, est indiscipliné. En Allemagne, quand il n'y a pas de chef, plus personne. En français, quand il n'y a pas de chef, c'est moi le chef. Il avait très bien résumé. Je ne me souviens pas de ce chef, mais ça résume tout à fait. Il avait bien résumé la situation. Tous des compagnons, oui. Voilà. Et donc, effectivement, on a le sentiment que, cette fois-ci, en étant sérieux, que collectivement, en France, nous n'arrivons pas, pour l'instant en tout cas, à prendre les décisions qui sont, je dirais, des décisions de simple bon sens. Ce que les Allemands ont fait, c'est quand même pas quelque chose de génial. Il n'a pas fallu un homme charismatique qui est arrivé et qui a fait des réformes. Bon, M. Schröder, l'ancien chancelier, a fait des réformes courageuses. La nouvelle majorité mixte, si on peut dire, continue sur cette lancée. Ils ne font pas des choses miraculeuses, mais enfin, ils font des choses sérieuses. Et ça semble aller mieux. Quant à nous, on en est encore en train de dire qu'il faut finalement faire payer les riches. Alors, ça n'a jamais enrichi personne. On est beaucoup plus latin. Oui. On est beaucoup plus laxiste. Et c'est ennuyeux l'euro qui protège, on en parlait tout à l'heure, parce que je vous parlais de l'histoire Strauss-Kahn tout à l'heure, hein, ça n'a pas bougé, donc on est protégé, on aurait eu 3 ou 4 dévaluations qu'on n'a pas eu, on est protégé. Quand on est protégé, est-ce que ça ne rend pas trop laxiste? Surtout qu'on a tendance un petit peu. Alors oui, quand on vous promet qu'en travaillant moins ça va aller mieux, ils sont tout prêts à le croire, on est tout prêts à le croire, malheureusement c'est pas toujours le cas. Et ce qui est grave, c'est qu'on a pris aussi des décisions qui allaient dans ce sens. Les 35 heures, c'est exactement ce qu'on a expliqué aux Français. Vous allez travailler moins et vous allez au moins gagner autant. Bon, ça n'a pas été le cas. Et donc, toute cette démagogie, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, est actuellement responsable en grande partie du mal français. Et je crois que, hélas, tant qu'il n'y aura pas une catharsis nationale, c'est-à-dire tant qu'on ne dira pas les choses, peut-être qu'on va se retrouver encore plus bas. C'est très simple, il faut que la France se remette au travail, effectivement. Voilà, qu'on retrousse les manches, comme disait... qu'on travaille plus longtemps pour la retraite, on va y revenir, qu'on travaille plus longtemps... qu'on baisse qu'on améliore notre productivité, on a beaucoup à faire, surtout qu'on est un peuple, comme je vous disais, il y a un côté latin qui fait qu'on se laisse peut-être aller assez facilement. Alors, votre naturel est quand même assez optimiste en général, même si vous essayez, vous êtes toujours très réaliste, car si vous ne pourriez pas faire ce métier sinon, mais en étant tout à fait sincère, et je sais que nous sommes entre nous, donc c'est le titre de l'émission, est-ce que vous êtes réellement fondé à être optimiste sur l'avenir immédiat de la France, ou est-ce que vous pensez que nous allons encore avoir des difficultés aggravées? Je crois que quoi qu'il arrive, on aura pour longtemps, ça va durer longtemps pour corriger le tir. Oui. Ce ne sera pas facile de le corriger. Est-ce qu'on a touché le fond ou est-ce qu'on a déjà commencé à creuser comme j'espère qu'on va avoir touché le fond. Je vous le dirai dans quelques temps. Bien, alors donc rendez-vous est pris pour essayer de mesurer la profondeur. Absolument. Enfin, il est quand même notable que... Mais la prise de conscience, il faut la faire. Il faut la faire, voilà. Quand on interroge, c'est ce que je fais au cours de cette émission, des personnalités qui connaissent très très bien les dossiers, et d'ailleurs c'est ce que nous essayons de faire, on s'aperçoit finalement que les analyses que font ces personnes, dont je ne connais pas toujours l'opinion politique, et ça ne nous intéresse pas forcément, ont des analyses extrêmement convergentes. C'est-à-dire que nous sommes, en France, dans une situation où ce que l'on appelait les clercs, ou les élites comme on voudra, mais sans notion de prétention quelconque,
arrive à un diagnostic finalement assez largement partagé, mais qu'il n'arrive pas à faire partager aux politiques. C'est quand même quelque chose d'épouvantable. Non, il faut reconnaître que on a de la chance à accumuler ce qu'on a accumulé comme négligence, disons, d'être gentil. Oui. On a de la chance d'être dans un pays qui est foncièrement riche. Oui. On serait dans un pays pauvre comme certains. Ce serait bien. On a beaucoup de chance quand même parce que on s'en sort encore. Pour mériter ça, il faudrait vraiment qu'on reprenne conscience, qu'on reprenne du ressort. Mais ça, c'est vraiment pas facile. Et en même temps, ce que vous dites, effectivement, on peut le constater, car la France était un pays riche, elle l'est encore à certains égards. Par rapport à d'autres. Et au travail qu'on a accompli, elle est encore riche. Mais il y a beaucoup de pauvres, il y a énormément de pauvres. Il y a un chiffre que j'ai déjà cité au cours d'une de nos émissions, je crois, 81. Donc, le nouveau cours de la politique française, avec l'élection de M. Mitterrand, des socialistes et des communistes, 86 création des restaurants du cœur, ils servent 6 millions de repas, je crois qu'ils en sont actuellement à 60 millions, 70 millions. C'est un signe qui ne trompe pas. Quand on en est... Oui, je ne suis pas sûr qu'il les donne qu'aux pauvres d'ailleurs. Qu'il n'y ait que des pauvres. Non, d'accord, enfin, bon. Enfin, il y a quand même beaucoup de pauvres. On y rencontre peu de PDG, quand même. Oui, c'est vrai. C'est quand même bon qu'on le voit, et puis il y a beaucoup d'autres signes. Vous savez, il y a le fait qu'il y a beaucoup de gens qui dorment dans leur voiture, et des gens qui ont du travail. Oui, mais ça, c'est une série d'éléments. Tout ça est quand même très inquiétant, parce que finalement, un pays qui voit une partie de sa classe moyenne glisser vers la pauvreté, une partie de la classe moyenne supérieure glisser vers les classes moyennes qui ne sont pas supérieures. Savez-vous que, et ce sont les statistiques du ministère des Finances, il y a 2682, je crois, personnes qui se situent en France dans la tranche maximum au-dessus de 40% de l'impôt. C'est invraisemblable. Si peu de gens. Vous me direz que les autres sont partis. Bon, d'accord. Alors, les autres sont partis, et puis il y a des professions où on s'arrange un peu quand même. Oui, hein, mais quand même. Bon, enfin, ça fait quand même pas beaucoup de monde. Malheureusement. Mais ça fait pas beaucoup de monde. Et néanmoins, si vous regardez le prix de l'immobilier, si vous regardez le niveau de la bourse, si vous regardez le taux d'épargne, il y a encore de l'argent qui circule. Voilà. Je crois. Comment expliquer ça sans quoi? Enfin bref, c'est une situation inquiétante à beaucoup d'égards. Dire que ça circule bien et toujours dans le bon sens, oui, c'est un autre problème. C'est justement là où il faut prendre conscience. Voilà. Donc le problème qui se pose actuellement, c'est précisément celui de la cohésion du corps social. C'est ça le véritable problème français. Bon, il y a les bonnes décisions à prendre, ou hélas à ne pas prendre, et puis une certaine cohésion qui est indispensable, sinon un pays ne peut pas être en paix. Or, cette cohésion actuellement, on ne la retrouve pas parce que la plupart des gens n'ont pas le sentiment que leurs efforts, quand ils en font, sont payés de retour en raison de l'importance des prélèvements, en raison de l'assistance très forte qui est donnée à certaines personnes qui ne travaillent pas. Et donc tout ceci est assez inquiétant. Et en même temps, et j'en reviens à l'interrogation que nous formulions au début de cette émission, on a le sentiment que la bourse ne s'en soucie pas beaucoup. Alors est-ce que la bourse est indifférente au fait social, ou est-ce que finalement... Non, mais non, s'il y avait... Quand je dis fait social, au sens le plus neutre du terme. S'il y avait une très grande... oui, c'est un très secousse sociale. Une secousse énorme, bien sûr. Mais pour ce qui se passe en ce moment, j'ai la même réponse que pour l'économie qui est mondialisée. Ce qui se passe en France, toutes nos nouvelles intérieures ont un impact beaucoup moins grand qu'ils ne l'avaient auparavant, de par le fait de l'Europe et de la mondialisation. On a eu deux étapes presque en même temps. Oui. Malheureusement, deux étapes pas finies, notamment l'Europe, parce que on a fait la monnaie. Ça, c'est relativement facile. On décrète une monnaie. Alors, ça devait s'entourer, on vient d'en parler, de l'Europe sociale, de l'Europe économique, de l'Europe fiscale, de l'Europe... On en est là, depuis qu'on a fait l'euro, on n'en a jamais entendu parler. Et d'ailleurs, on peut se demander, même sur les bons effets de l'euro... Et une monnaie où tout est aussi différent de partout, c'est déjà formidable le rôle qu'a pris l'euro dans le monde, parce qu'il a pris un rôle en tant que monnaie. Actuellement, il bénéficie d'une cote qui est importante. Il est même monnaie de réserve d'un certain nombre d'États. Oui, non, mais tout à fait. Au niveau professionnel, autant au niveau du particulier, il a eu des incidences sur le panier de la ménagère considérables. Sur les biens industriels, ça non. Ils ont même plutôt baissé. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas d'inflation. Mais quand on achète que ces poireaux, là, il y a de l'inflation.
Pour vous donner un exemple, j'ai acheté il y a quelques jours une éponge lustrante. Alors, ça n'est pas pour lustrer le poil des politiciens, non, c'était simplement pour les chaussures. Eh bien, elle valait 5 € il y a combien de temps? Un mois. Elle en vaut 6 maintenant. Ça fait quand même plus de 20%. Oui, là, c'est un cas. Alors, du coup, je pense que moi, mes souliers, comme chantait Félix Leclerc, nous allons prendre prendre de nouvelles mesures. Non, il y a une inflation évidente, dont l'INSEE a, semble-t-il, renoncé à prendre la mesure, puisqu'elle a décidé que désormais, chacun aurait son petit panier personnel d'inflation. Donc c'est très simple. Le type, par exemple, qui brûle la chandelle par les deux bouts, aura une inflation énorme. Celui qui est grippe-sous aura une toute petite inflation. Et c'est comme ça que les vaches seront bien gardées d'après l'INSEE. Alors revenons quand même à des problèmes français, et notamment à un certain nombre de scandales qui ont illustré la bourse. Il faut bien en parler quand même. Il n'y a pas qu'aux États-Unis qu'il s'est passé des scandales. La différence quand même qu'il y a eu, prenons le cas du Crédit Lyonnais, qui est quand même une affaire lourde, ça représente malgré tout un sinistre qui en francs représentait 150 milliards de francs facilement. On est quand même frappé par la lourdeur des peines aux États-Unis, frappant ceux qui se sont rendus coupables, et par l'extraordinaire légèreté, voire l'absence de peine en France. On a fait traîner ça dans le calendrier sur tellement de temps, on a pris tellement de... Donc au bout d'un moment, il n'y a plus de coupables. On arrive, oui, un petit peu, c'est malheureusement un petit peu ça. Oui. Mais il y a également le fait que sont impliqués dans... Maintenant, les gens de l'État. Je ne veux pas défendre personne, hein, mais dans l'histoire d'Enron, il y avait des escroqueries. De vrais escrocs, oui. Hein. Oui. Dans l'histoire du Lyonnais, c'était des escrocs, de l'incompétence. Est-ce que je crois qu'il y avait une grande part de... Il y avait quelques escrocs extérieurs, oui, les Italiens ça, en particulier. Ça va en profiter. Mais dans sur la France, ça a surtout été de l'incompétence. Moi, je pense que ça. Alors l'incompétence a été particulièrement sévèrement punie, puisque un des plus incompétents dans cette affaire a été, semble-t-il, M. Trichet, qui était quand même le directeur du Trésor, qui, paraît-il, n'a rien vu. Il devait regarder ailleurs pendant ce temps-là. On a le droit d'être distrait ou de voir passer des mouches. Et M. Trichet a évidemment été lourdement sanctionné en étant nommé à la tête de la Banque centrale européenne. Ça a quand même été, ça a été assez long. Et il a été nommé il y a eu là encore, on a joué dans le calendrier, on a joué. Il faut reconnaître que M. Trichet est quand même c'est un très bon technicien. Et puis alors il garde sa ligne. Il garde sa ligne, on ne peut pas dire le contraire. Je me rappelle quand il était gouverneur de la Banque de France, on avait des journalistes spécialisés, un petit déjeuner avec lui régulièrement. On ressortait, pour moi, je prenais un cours à chaque fois. Ah oui. Ah oui. Donc il était réellement compétent. Il est réellement compétent. Je pense que oui. Il est compétent. Il est compétent. Voilà. Alors ce qu'il y a, c'est qu'il a sa mission. Lui, sa mission, vous l'avez dit tout à l'heure, la BCE, c'est pas d'inflation. Voilà. Et donc, de ce point de vue-là, il éveille. D'ailleurs, une partie de l'inflation qu'il voit venir réside quand même pour l'essentiel par des prêts bancaires qui sont très importants. Hein. Donc, l'immobilier le préoccupe. Vous venez d'utiliser un terme, le terme de prêt bancaire, qui fait un petit peu peur, parce qu'aux États-Unis, ils ont été très larges, et c'est là où il y a le gros risque immobilier, surtout ces prêts risqués, ces prêts où on a prêté trop d'argent par rapport à ce que les gens pouvaient rembourser. Et en France, on n'en est peut-être pas tout à fait là, mais enfin, quand j'entends parler de crédit à 50 ans et tout, je trouve qu'on va peut-être un petit peu loin quand même. D'ailleurs, si l'immobilier se tient comme il se tient, c'est uniquement parce que les taux, même si Trichet ne veut pas les baisser, même les augmenter un petit peu, ce sera probablement le cas la prochaine fois, ils sont quand même historiquement bas. Ils sont quand même relativement bas pour l'instant, et c'est ce qui tient l'immobilier. Surtout sur la longue durée. Quand on regarde par rapport à la hausse de l'immobilier et une personne qui empruntait il y a une vingtaine d'années avec des taux qui étaient à 8 ou 10, on a vu plus. Parfois plus. On a vu plus. Eh bien, leur taux de remboursement était supérieur à ce qu'on a aujourd'hui avec les taux bas que nous avons. Donc, c'est ce qui tient, à mon avis, c'est ce qui tient à l'immobilier. Maintenant, je ne crois pas non plus trop à un effondrement de l'immobilier. Bon, ralentissement, c'est sûr, on a mangé son pain blanc, c'est sûr. Hein, l'immobilier, là, je ne vois pas comment ça ne peut pas continuer à ce rythme-là pendant longtemps.
Mais je vois pas vraiment de bulle, puisqu'il n'y a pas vraiment de stock pour l'instant. 90, il y avait des stocks partout. Là, il n'y a pas vraiment de stock de de bureaux, essentiellement, en 90. Oui, de stock oui. de logements particuliers. Mais actuellement, il y a aussi un autre phénomène qui est quand même très inquiétant, et qui est le phénomène qui est lié à l'immigration et à l'explosion des familles. Actuellement, un appartement pour une famille, souvent se transforme maintenant, doit se transformer en 2 appartements en raison de séparation des couples. Puis il y a quand même 300 000 ou 350 000 personnes qui arrivent en France chaque année qu'il faut bien loger. Et tout ça dans une période où nous avons malgré tout une construction qui va fort, qui va bien. Donc il y a des problèmes très sérieux, et je crois que tout ceci est susceptible quand même de nous donner dans les mois qui viennent quelques inquiétudes qu'on essaiera peut-être de prévoir. Je vous le dis, on en reparlera si vous le voulez dans quelques temps. Exactement. Pour aujourd'hui, il faut vraiment prendre conscience et tous ces problèmes, les reprendre vraiment à la base, même si en ce moment on n'ose pas trop en parler, enfin les politiques n'osent pas trop en parler. Alors, vous êtes un retraité actif, comme je l'ai dit, vous n'arrêtez pas, et d'un autre côté, est-ce que après une carrière plus de 40 ans, je crois que vous avez fait... Ah oui, 42 ans. Ouais. Est-ce que vous n'avez pas envie d'aller respirer... Plus 27 mois d'armée à l'époque. Oui, donc ça fait longtemps. Vous n'avez pas envie d'aller respirer un petit peu ailleurs, voir un peu si l'herbe est plus verte dans d'autres contrées ou loin de la bourse? J'ai commencé un petit peu à regarder hors de la bourse, puisque j'ai beaucoup d'activités sur ces problèmes de retraite, mais pas moi, c'est pas régler les retraites, c'est ce que l'on fait, nous, c'est la pédagogie, je fais un petit peu avec les retraites ce que je faisais sur la bourse, hein. On va expliquer ce qu'il en est, on explique cette histoire de vie, de ceci, de cela, et d'essayer d'expliquer, de faire prendre conscience aux gens. Par exemple, moi je suis à un âge où on commence à penser à la transmission du patrimoine. J'ai fait une petite donation à mes enfants fin de l'année dernière. Je leur ai demandé de 80%, ils vont au restaurant, ils dépensent comme ils veulent, mais 20% d'ouvrir un plan épargne retraite. Oui, de façon à ne pas... Parce qu'à 40 ans, on n'y pense pas encore. Oui. Hein. Et pourtant, plus on y pense tôt, mieux ça vaudra, puisque ça va devenir absolument indispensable. Et en même temps, les fameux 83% de Français qui sont inquiets pour leur retraite et qui, vous le disiez, ont tendance à s'en remettre à l'État, c'est le réflexe pour l'instant. Eh bien, ferait bien de penser effectivement... État et entreprise, mais c'est pas eux en tout cas. Oui, mais pour ceux qui ont encore le moyen d'agir, il ferait bien d'agir, et il y a toute une série d'informations qui seraient très utiles de leur délivrer, et je vous félicite que, à la tête de votre association d'épargnants, vous fassiez cette pédagogie qui est absolument indispensable. Eh bien, ce sera notre conclusion. Il me reste, Jean-Pierre Gaillard, à vous remercier. Je vais à nouveau rappeler que votre vie à la bourse est très intéressante. Ma vie à la bourse, par Jean-Pierre Gaillard, aux éditions Jacob Duvernay. Un petit mot historique. La bourse, ça vient de monsieur Van Burs, je crois. Oui, tout à fait. Qui était un personnage qui vivait aux Pays-Bas et qui tenait un hôtel non loin de l'endroit où s'échangeaient les valeurs. Voilà, tout à fait, c'est ça. C'est l'origine. Voilà. Alors peut-être qu'un jour, on aura un Gaillard quelconque qui remplacera la bourse. Non, je ne crois pas. Je crois que le mot est bien établi, il doit bien rester. Et il est bien compréhensible pour tout le monde. Et puis, il n'y a pas que la bourse des valeurs. Il y a des bourses bien sûr. Partout, des bourses d'échange, il y a des bourses partout. Partout où s'échange, quelles qu'elles soient, il y a des bourses. Donc ce que je vous souhaite pour terminer, c'est de ne pas tomber sur Guy Bedos, qui voulait absolument vous condamner à la peine de mort parce que vous étiez, paraît-il, ma femme a essayé de le rencontrer plusieurs fois et ça n'a pas marché. Elle voudrait régler son compte, régler son compte. Pas au niveau où lui veut régler le mien, mais enfin lui dire sa vérité. Voilà, bien c'était simplement le tribut que nous payons à l'humour quand il est parfois mal placé. Et en attendant, madame, mademoiselle, monsieur, merci de nous avoir suivis. Merci à Jean-Pierre Gaillard d'avoir accepté notre invitation. Soyez heureux, portez-vous bien, à très bientôt et vive la France.